retrouver pour ce nouvel épisode de la chronique Punch sur l'actualité, cet espace qui reçoit pour vous toutes les semaines les acteurs politiques, sociaux ainsi que les acteurs de la société civile. Dans ce nouvel épisode, une fois de plus pour parler Congo, je reçois messieurs Jamal Hussein, bonjour. Bonjour monsieur les journalistes. Voilà, je rappelle que vous êtes activiste de la société civile. Voilà, nous vous disons d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'accord, alors déploiement de troupes burundaises dans la province du Nord Kivu, passage d'Emmanuel Macron dans la ville province de Kinshasa, dans le cadre de renforcement des relations franco-congolaises et processus électoral de décembre 2023. Pour quel candidat à la députation et à la course présidentielle voter finalement? Ces questions et bien d'autres seront abordées dans ce point sur l'actualité. Monsieur Jamal, commençons par là. Après la province du Sud Kivu, c'était à la province du Nord Kivu d'accueillir les troupes burundaises déployées sur le territoire congolais dans le cadre de la mise en place de la force régionale de l'EAC. La voie militaire demeure-t-elle la voie privilégiée pour instaurer la paix et la sécurité ici à l'est du pays? En fait, dans ma réflexion par rapport à la question que nous connaissons dans la province du Nord Kivu, je me place toujours dans la voie du juste milieu, tout en restant réaliste. La RDC est confrontée à une énième opération d'agression menée par le Rwanda et tout le puissant lobby derrière qui cherche à avoir accès à vil prix aux ressources naturelles de l'Est de la RDC. La voie diplomatique, la propagande n'ont d'essence que dans la mesure où, sur le terrain des opérations, nos forces armées peuvent avoir l'ascendant sur l'ennemi. Dans les cas contraires, quelle que soit notre diplomatie, quels que soient les processus politiques, la RDC va se retrouver dans une position de perdant. N'ayons pas la mémoire courte, parce qu'en 2013, nous avons connu la même situation. Avec un semblant de victoire de FARDC, je dis bien semblant de victoire de FARDC sur l'M23, nous nous étions retrouvés dans une situation où on venait de signer d'autres accords qui ont en fait doublé un carcan, un goulot d'étranglement autour de la RDC dans laquelle on se retrouve aujourd'hui avec une armée affaiblie à cause de l'infiltration et de notre armée, de nos services de sécurité et de notre police. Aujourd'hui, le système de défense de la RDC, il est malade. C'est un système affaibli. Je peux le comparer à un être humain qui souffre du VIH. Il a un système immunitaire affaibli, si bien que toute attaque de n'importe quel petit microbe peut l'affaiblir et l'amener même jusqu'à la mort. Alors là, c'est ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Alors pour répondre à votre question, la seule option qui peut servir aujourd'hui la RDC, c'est la force dans les opérations militaires. C'est que nos forces armées prennent l'ascendance sur l'ennemi. Ce qui apportera du sens et à la diplomatie et au processus politique. Parce qu'au finish, il y a un point de vue, il y a quelqu'un qui doit tirer l'avantage de tout ce qui vient de se passer. Alors pour aujourd'hui, le peuple congolais n'attend en aucun moment que la RDC se retrouve dans une situation de faiblesse vis-à-vis du Rwanda à travers son partenaire du M23. Alors, vous n'êtes pas le premier en tout cas à évoquer cette question. Plusieurs opinions venant de l'opposition des régimes en place estiment également que le gouvernement serait le premier tireur de ficelle derrière cette crise. Alors là, nous sommes en train d'assister à une force armée de la République démocratique du Congo incapable de mettre l'ennemi en déroute. On accuse l'armée d'être beaucoup plus infiltrée. On dit que l'armée n'est pas soutenue d'une manière logistique, soit financièrement, à la hauteur de cette guerre. Est-ce que c'est une manque de volonté et qui manque de la part... Non, en fait, d'où vient la RDC? Ça, je pense que c'est très important qu'on le sache. D'où vient la RDC? La RDC vient d'une longue période où elle était asphyxiée à un point qu'elle ne pouvait pas s'approvisionner selon ses besoins en termes de sécurité, en armes, en munitions, en équipement de guerre. Et il y a à peine 2 mois qu'on vient d'élever les régimes de notification qui a en fait une forme d'embargo voilé dans lequel était enfermée la RDC. Vous avez parlé tantôt de la force burundaise qui venait de se déployer. Est-ce qu'elle va porter quelque chose de plus? Nous avons un déficit au niveau logistique. La guerre coûte cher. Pour maintenir un affrontement direct pendant 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures
toute une journée d'affrontement, c'est de l'argent qui part. Mais est-ce que c'est Des le équipes. moyen qui manque de la part du gouvernement? Aujourd'hui, je peux dire oui et non. Parce que nous sommes déjà dans une situation d'agression. La RDC est en train d'acquérir des équipements, mais un équipement, ça se travaille, ça s'apprête. Vous voyez? Ce sont pas peut-être des choses qui sont faites prêt. Vous voyez? Il y a des commandes, vous partez, c'est comme quand vous partez chez un fabricant, vous passez votre commande, vous attendez peut-être la liste. C'est ce qui aujourd'hui est en train de faire mal à la République démocratique du Congo. Et nous espérons que le président Félix Tshisekedi va devoir prendre la mesure de ce que nous sommes en train de connaître. Et que tous les efforts soient bien canalisés pour doter les FARDC, nos forces armées, de la logistique nécessaire, pas seulement pour combattre l'M23. Nous n'avons pas que l'M23, ne l'oublions pas. Justement. Nous avons les ADF qui sont en train de commettre des choses impossibles sur notre population. Nous avons des Codeco dans les Touris qui commettent des crimes indescriptibles vis-à-vis de notre population. Donc, il n'y a pas que l'M23. C'est que l'M23 a une certaine prépondérance du fait que, en fait, ce n'est pas l'M23, ce n'est qu'une façade, mais c'est toute une république aguerrie, donc le Rwanda, qui est en opération contre la RDC pour deviser que, aujourd'hui c'est un secret pour personne, le Rwanda veut acquérir des terres en RDC qu'il va annexer sur son territoire. Ils le disent déjà, ce n'est plus un secret. Alors voilà, ça c'est en tout cas votre point de vue et c'est également une réalité connue par plusieurs. Revenons maintenant dans le cadre de l'intégration de la République démocratique du Congo à l'EAC. C'est une erreur en fait. C'est une erreur. Ça vous venez de l'évoquer. Est-ce que le gouvernement n'avait pas conscience de cette erreur? En fait, vous devez comprendre une chose. Il y a eu des accords qui ont été signés en 2013 entre le gouvernement de Joseph Kabila et c'est M23 sous les auspices de Yoweri Museveni, le président de l'Ouganda, qui est le parrain, le financier principal du M23. Et une des dispositions de ces accords, c'était que la RDC devait intégrer l'EAC. Pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Pour certains, on présente l'EAC comme une opportunité économique pour les États membres. L'EAC se présente comme une opportunité sécuritaire parce que les accords de l'EAC interdisent aux pays membres d'entrer dans des situations de belligérance. Ce qui aujourd'hui, sur le plan pratique, est contradictoire à ce que nous sommes en train de voir sur le terrain parce que le Rwanda, un pays membre de l'EAC, agresse militairement un autre nouvel adhérent, qui est la RDC, à l'EAC. C'est une contradiction. Du point de vue économique, soyons réalistes. Qu'est-ce que notre industrie locale peut aller vendre au Kenya? Justement. Qu'est-ce que nous allons aller vendre en Ouganda? Rien. Si nous devons considérer l'aspect concurrence. Et ils ont une industrie locale très développée par rapport à la nôtre. Ils n'ont pas connu la même situation de crise sécuritaire comme celle que nous avons connue. Ils n'ont pas de problèmes de gestion ou de gouvernance économique ou politique tels que nous les connaissons. Je pense que le président Félix Tshisekedi a été malmené, a été mal conseillé pour précipiter la RDC dans l'EAC parce que ce n'était pas le moment. C'est vrai, c'est une opportunité, mais c'est une opportunité qui peut en fait se retourner contre nous. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la RDC, aujourd'hui, elle a tout à perdre en étant dans l'EAC parce qu'elle va ouvrir son marché intérieur. Et c'est le plus grand marché en fait. Aujourd'hui, la RDC, nous avons plus de 120 millions d'âmes, donc 120 millions de consommateurs que nous sommes en train de prendre et nous livrons à l'East African Community. Qu'est-ce que nous allons gagner de chez eux? En termes de ressources naturelles, qu'est-ce que nous, les Congolais, nous allons aller chercher en termes de ressources naturelles au Kenya? Il n'y en a pas. Alors, restons dans le contexte de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Plusieurs opinions, en tout cas, estiment que, par exemple, le déploiement de ces forces régionales ici en République démocratique du Congo serait là pour effectiver et donc pour rendre effective la balkanisation de la RDC. Est-ce que vous partagez cette opinion? Je partage cette opinion avec retenue. Parce que c'est une crainte. Pourquoi? Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a eu des assises de conférences qui ont été tenues au Rwanda, où le Rwanda mettait sur la table une opinion selon laquelle, à la conférence de Berlin, certaines terres rwandaises avaient été
pris au Rwanda et attaché à la RDC. Prenons ça comme un cas. Deuxièmement, les textes qui régissent l'EAC donnent à l'EAC la possibilité de prendre des terres d'un État membre et les attribuer à d'autres. Pour des raisons, c'est pas de paix, de collaboration. C'est l'article 4. Prenons l'article 217 de notre propre Constitution. Il nous met dans une position où une portion du territoire national congolais peut être cédée pour des besoins régionaux, panafricanistes, à d'autres forces. Alors, lorsque nous alignons ces éléments, nous nous retrouvons que une bonne partie de notre territoire est en train de partir. Je reviens sur les accords signés entre Joseph Kabila et l'M23 en 2013. Ces accords étaient basés sur une possibilité, une éventualité. C'est celle de déclarer comme zone sinistrée les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika. Et que ces provinces-là devaient bénéficier, selon ces accords-là, que la RDC a signé. Je précise, que la RDC a signé. Il fallait que, dans ces territoires-là, dans ces provinces-là, qu'on puisse les déclarer non seulement sinistrés, qu'ils puissent bénéficier d'une autonomie fiscale par rapport à Kinshasa, une autonomie administrative par rapport à Kinshasa, et puissent bénéficier d'un concept de sécurisation particulier par rapport au reste de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que les germes de la balkanisation ont été posés avec cet accord signé par Joseph Kabila et ses M23 à Kampala, sous les auspices de Yoweri Museveni. Alors, lorsque nous regardons le cheminement logique de fait, nous nous rendons compte que nous pouvons dire, sans crainte d'être contredit, qu'à 60%, le plan de la balkanisation, il est déjà très avancé. Il est en train de, tous les éléments sont en train de se mettre en place. Alors, lorsque nous regardons comment est-ce que des forces obscures maintiennent cette zone que je viens de citer dans une forme d'instabilité sécuritaire pratiquement permanente. Je prends le cas du Tanganyika, où nous avons un conflit entre Pygmées et Bantous. Qui finance? Parce que les conflits armés, ça nécessite de l'argent. Qui finance ces gens? Point d'interrogation. Les sites qui vont, les hauts plateaux de Minembwe, un conflit armé, où nous avons une mosaïque de groupes armés, Banyamulenge, qui est en train de s'affronter avec les groupes armés de chaque tribu, avec la coalition, nous avons les Yakotumba et les autres. Nous entrons au Nord Kivu, n'en parlons pas. Depuis 2014, juste lorsqu'on a défait militairement ce même M23, à partir de 2014, nous sommes entrés dans une période d'instabilité que nous connaissons jusqu'aujourd'hui avec les ADF Nalu. Et lorsque nous entrons en profondeur dans la réalité des ADF Nalu, on se rendra compte que les ADF Nalu, tels que connus du temps de Mobutu, n'existaient plus. Ils n'avaient plus la possibilité ou la capacité opérationnelle de maintenir un conflit armé dont l'objectif n'est pas en fait forcément d'attaquer nos forces armées, mais de s'attaquer directement à la population. Ce qui nous place dans une situation où c'est une forme de génocide. Quelques temps après, on va assister à la naissance d'un groupe armé extrêmement dangereux dans l'Ituri. Les Codeco. Alors, lorsque nous faisons la lecture de tous ces éléments-là factuels, on se rend compte que les accords signés par Joseph Kabila avec le M23, c'était une porte d'entrée qui devait permettre à ceux qui sont en train de tirer les ficelles. Comme l'a dit le président Emmanuel Macron, la RDC n'est pas agressée par le Rwanda. C'est plusieurs puissances qui sont à l'œuvre en train de déstabiliser la RDC. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette partie soit exploitée autrement et que ces gens puissent accéder à vil prix, j'insiste, à vil prix, à tout ce que nous avons comme matière première dans cette zone, les ressources naturelles. Prenons le cas du gaz qui est ici. Le gaz qui est ici, c'est une manne financière pour la RDC. Mais à supposer que nous, aujourd'hui, le Goma tombe entre le mains du M23 jusqu'à Minova.
jusqu'au site Kivu. Ça veut dire que le Rwanda qui est déjà en train d'exploiter ces gaz, je pense que ce n'est qu'un cas. Je ne parlerai pas du tourisme, qui est une véritable manne financière. Donc aujourd'hui, avec l'activisme des conflits que nous avons ici, on est incapable de développer notre secteur du tourisme, qui est le troisième secteur dans le monde, avec grande stabilité. Parce qu'il y a aujourd'hui des pays qui ne vivent que du tourisme. Prenons la Tunisie, par exemple. Elle a une économie stable grâce au secteur du tourisme. Prenons le cas du Rwanda. Lorsque vous partez voir une visite Rwanda, c'est quoi? C'est la promotion de leur secteur du tourisme. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous exploitons notre secteur du tourisme? Nous avons le parc de Virunga ici, qui a des sites extraordinaires. Prenons les Walikale. Il y a des sites extraordinaires pour lesquels on peut exploiter, gagner sérieusement l'argent et booster notre économie locale. Ne parlons même pas des ressources naturelles en termes de minerais. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez me laisser continuer. Justement. Et je vais chuter. Alors, on se rend compte qu'il y a tout un plan qui a été maintenu. Et il y a même des soutiens dans notre élite politique. Je ne vais pas citer un nom. Pas plus tard qu'hier, il y a eu un procès contre un notable de cette province qui est aujourd'hui en train de croupir où? Dans la prison de Makala, je ne cite pas son nom, mais c'est un grand exploitant minier dans la province, alors qu'il était de mèche avec l'ennemi. Dans les hauts sommets de notre appareil politique. Lorsque le président Mbosso dit, vous les acteurs politiques du Nord Kivu, quittez les groupes armés, c'est un message fort. Ça veut dire quoi? Et je prends Paul Kagame au mot. Dans une interview qui a dit nous, parce qu'il représente une force, un pouvoir. Comme l'a dit le président de la France, Emmanuel Macron, c'est plusieurs puissances qui sont en train d'attaquer la RDC. Il a dit nous. C'est nous qui avons placé, c'est nous qui plaçons, qui donnons le pouvoir. Et même à la tête de votre pays, il y a des gens qui travaillent pour nous. C'est nous là, c'est qui? Que les Congolais n'aient pas la mémoire courte. Et cessons d'être naïfs. Notre pays, aujourd'hui, cette zone, nous sommes en train de la perdre. Alors nous sommes en train de la perdre. Vous parlez des infiltrations au sein de la classe politique congolaise, l'infiltration au sein de l'armée. Service sécurité. Entre-temps, vous évoquez le fait que intégrer les AC, c'était une erreur. Jusqu'à présent, les déploiements sont en cours ici, à l'est de la République démocratique du Congo. Finalement, que faire pour éviter cette... Moi, je pense qu'à ce moment ici, je voudrais féliciter l'excellence Moïno Zangui, dont j'ai toujours apprécié l'ouverture d'esprit et le franc-parler. La solution pour nous, aujourd'hui, c'est rendre cette guerre populaire. Parce qu'aujourd'hui, l'alignement de faits sont en notre défaveur. Mais les seuls facteurs sur lesquels ces gens-là n'ont pas le contrôle, c'est la population. Et la population de la ville de Goma l'a démontré plusieurs fois. Que face à certaines décisions prises même au niveau de Kinshasa, pourquoi aujourd'hui des principaux conseillers du chef de l'État sont en prison? Ils n'ont pas volé. Pourquoi ils sont en prison? Parce qu'ils sont suspectés d'être de mèche avec l'ennemi. Ils sont suspectés d'être au service de l'ennemi. Parce que ce sont des gens qui murmuraient à l'oreille du chef. Parce que normalement, la RDC ne pouvait pas, dans le contexte actuel, adhérer à l'EAC. Non, c'est une erreur monumentale. Et même si aujourd'hui on disait que non, nous allons quitter l'EAC, tel que les textes constitutifs de cet EAC le disent, nous serons toujours astreints aux obligations vis-à-vis des accords avec l'EAC. Donc nous partons pour une très très longue période d'instabilité. La question que je me pose, lorsqu'on a mené ce dossier pour que le président Félix Tshisekedi puisse convaincre l'honorable Mbosso et autres, il n'y aura même pas de débat, nous entrons dans l'EAC. Est-ce qu'ils avaient lu toutes ces dispositions? Parce que quelqu'un va te lire, si tu es un conseil du président, tu dois lire les documents que tu veux faire, pour lesquels tu veux faire ratifier dans notre pays. Il faut me lire, réunir les sommités du droit international pour analyser chaque disposition.
Pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que toute personne sérieuse ne pouvait en aucun cas accepter que la RDC vit notre contexte social, notamment à l'Est, social, politique et sécurité. On ne peut pas entrer dans les AC. Au contraire, il fallait faire autre chose. Il fallait renforcer en fait notre sécurité. Mais aujourd'hui, nous appelons les Burundais. Nous amenons les Kenyans. Que font les Kenyans ici? Ils sont venus créer des zones tampons. Tout le monde aujourd'hui dans l'opinion dit que nous, ils sont en train de servir des polices au M23. Pourquoi? Ils aident le M23 à sécuriser le front sud. Sans rien. Et c'est la RDC qui a payé. Leur déploiement, ça a coûté 36 millions de dollars à la RDC. Donc la RDC a payé pour renforcer encore le M23. Alors, est-ce que la faiblesse de tout ceci n'est pas aussi l'entourage du chef de l'État? Est-ce qu'avant de songer à d'autres dispositions, est-ce que le chef de l'État ne devrait pas d'abord commencer par restaurer son propre entourage afin de prendre des décisions qui sont mieux? Ça, je pense que si c'est un homme intelligent, c'est à ça qu'il est en train de penser. Parce que c'est son entourage en fait. Vous savez, lorsqu'on est président de la République, on ne connaît pas tout, on est humain, n'est-ce pas? Justement. C'est pourquoi on a des conseillers à telle matière, telle matière. Et je pense que s'il y a un président de la République, il y a beaucoup de conseillers en Afrique, c'est notre président. Parce qu'il a fait de plus de 1000 conseils dans telle matière, telle matière, telle matière, telle matière. Prenons les cas même de sa communication. C'est une catastrophe. La communication de notre président, c'est une catastrophe. Alors, j'ai vu, aux Nations Unies, en marge des Nations Unies, il présente comme résultat positif de l'état de siège le fait que l'état de siège a permis de doubler le revenu de la province. Comme si on avait instauré l'état de siège pour augmenter le revenu de la province. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais comment est-ce que notre président peut arriver à dire ça? Ça veut dire que ceux qui sont autour de lui, ils l'ont amené à dire ça. Alors, et ça, est-ce que ça c'est anodin? Non, ce n'est pas anodin. C'est calculé pour l'induire en erreur. Alors, parmi le voix de sortie, vous avez évoqué la force populaire. Quel est le comportement qui doit être adopté par la population au stade actuel, au vu de la dangerosité de la situation? D'abord, j'ai cité tantôt l'honorable Moïnozaghi, qui a informé à l'opinion à travers son point de presse, que j'ai suivi, dont j'ai vu quelques extraits de vidéos. Il parle en fait d'un texte qui est déjà adopté par notre gouvernement, qui va formaliser la résistance patriotique sous forme des réservistes de guerre. Parce que notre armée, avec toute la volonté du monde, ne peut pas remporter une victoire contre les Rwandais. Pourquoi? Nous le savons tous. Bon nombre des officiers, des sous-officiers et même des soldats des troupes sont issus, viennent du Rwanda, soyons clairs. Ne parlons pas de brassage et mixage. Parce que c'était des troupes rwandaises qu'on était en train d'intégrer et qu'on faisait porter des tenues, galons et autres, avec tous les avantages substantiels. Mais ces gens-là sont connus. Pourquoi ne pas tout simplement les enlever de là? Alors, ce n'est pas un exercice facile. Ce n'est pas un exercice facile parce que moi-même, je me mets à la place de ces gens. Je côtoie certains officiers. Et vous sentez qu'ils sont déjà qui vivent dans une permanente suspicion. C'est impossible aujourd'hui de faire de battre le M23. C'est impossible. Militairement parlant. Mais vous allez remarquer que dans des zones où les M23 sont en face des résistants, ils sont battus à plate couture. Mais encore la trahison venant encore des FARDC parce que les résistants, ce sont des patriotes qui se disent, écoutez, on va se battre. Mais pour se battre, il faut quoi? Il faut des armes. Justement. Il faut des munitions. Ça doit venir de qui? Des FARDC. Et les FARDC, ils bloquent. Ils préfèrent décrocher devant l'ennemi et laisser la logistique au M23. C'est ça la réalité. Alors, que doit faire la population justement? Que doit faire la population? Que doit faire le gouvernement? Il l'a déjà fait. Il faut qu'on mette ça en œuvre très vite. Le président Félix Tshisekedi l'avait dit. Il avait fait une adresse à la nation qui, moi, c'est comme si c'était mon âme qui était en train de parler. Il a dit deux choses. Ceux qui veulent entrer dans l'armée, on a besoin de vous. Entrez dans notre armée. Ça a été fait. La ville de Goma a été la plus grande pourvoyeuse en termes d'hommes qui sont partis à la formation. Deuxième, il a dit, mobilisez-vous, organisez-vous en groupe de vigilance. Mais aujourd'hui, nous partons maintenant plus loin. On est en train de formaliser le groupe des réservistes militaires. Ça veut dire quoi? Tout Congolais qui a une certaine expérience pour les questions de guerre
En cas d'agression, comme nous sommes maintenant là on est agressé, il sera encadré par l'armée pour combattre l'ennemi. Ça veut dire quoi? C'est quoi les avantages? Parce qu'il faut être réaliste. On ne peut pas mener juste la guerre, tu te réveilles, tu peux pas mener la guerre. Ça veut dire deux choses. Du point de vue pratique, tous ces gens-là, ils vont être encadrés par notre armée, n'est-ce pas? Et ça va donner deux avantages majeurs. D'abord, c'est les nombres. Vous voyez? C'est les nombres. Un. Deux. Même les faiblesses de notre armée seront résorbées par ces nouveaux apports qui viennent. Parce que ces gens-là, ils ne seront pas placés sous le commandement de ces officiers qui aujourd'hui trahissent matin, midi, soir notre armée. Donc ça va créer, ça va contrebalancer au sein même de notre appareil sécuritaire. Et ça, je te dis, si nous gardons cette ligne, l'M23 ne peut pas tenir devant nos forces armées. Alors, pendant 2 semaines, on en finira avec. Mouindo Nzangi lui-même a procédé à l'instauration d'une formation militaire obligatoire pour tous les nouveaux candidats à l'université. Une proposition. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, pendant que nous sommes dans l'urgence de mettre toutes ces dispositions il faut comprendre une chose. C'est pendant la période où on quitte l'humanité avec son diplôme d'État, okay? Donc on va commencer l'université. C'est à ce moment-là que les nouveaux étudiants, okay, vont devoir subir une formation. Il y en avait eu cette année? Non. Cette disposition, elle est venue après l'entrée académique. Ça a été du mois de décembre. Alors nous avons vu justement. Je ne sais pas, vous comprenez. Et puis ce n'est pas quelque chose qui se met juste en place comme ça. Non. Il y a toute une logistique. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette proposition, c'est pourquoi moi j'ai dit que c'est une proposition, elle a été favorablement accueillie et au niveau du Parlement et au niveau du gouvernement. Ça veut dire que maintenant là, ils doivent sûrement, je ne suis pas dans les secrets du roi, ils doivent sûrement être en train de préparer ça. Parce que c'est ce qui a toujours manqué à la RDC. C'est du temps de Joseph Kabila. Il avait fait ça. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait évitées. Alors nous avons, le chef de l'État a appelé à toute la nation d'envoyer les jeunes au sein de l'armée, que les jeunes qui avaient des ambitions militaires ont rejoint l'armée, mais nous avons vu la manière dont ils étaient traités ici, la plupart d'entre eux. Il y a eu un problème en fait, je vais vous le dire. Lorsque le chef de l'État, lorsque le chef de l'État a fait cet appel, c'était tout qui était venu. Et nous déjà, nous sauver des lycées. Il fallait encore être prudent. En fait, l'ennemi de notre nation, il est aux aguets. Prenez même le processus de l'enrôlement. Plein de gens sont devenus des Guinéens. Ils sont en fait des Rwandais. Au Congo, notre nationalité est exclusive. Tu ne peux pas détenir avec notre nationalité une autre. Donc, concomitamment des nationalités, c'est une infraction en RDC. Naturellement, il y a aussi des députés. Mais que font nos services de renseignement? Dis-moi, que fait la population aujourd'hui? La population est en train de se défendre et non, mais toi, tu n'es pas congolais. C'est ce que nous avons aussi connu pendant cet appel. Il y a eu beaucoup de jeunes gens qui sont venus qui n'étaient en fait pas des Congolais. Heureusement que ces gens-là ont été détectés et laissés à l'écart. Mais on ne peut pas les prendre et commencer à les taper, sinon on aurait dit droit de l'homme. Il fallait le laisser. Et ceux qui sont partis là-bas, ce sont nos fils. Et ils vont défendre la patrie. Voilà, M. Jamal Hussein, en tout cas c'était une demi-heure d'échange mûr. On espère en tout cas que prochainement on va vous recevoir sur ce plateau pour parler davantage du Congo, parce qu'on sent en tout cas que vous avez des idées innovantes et des analyses très bien fondées au sujet de la situation actuelle. D'abord nous vous disons merci d'être passé sur notre plateau, nous sommes en tout cas là. C'est moi qui vous remercie. Nous vous disons également merci à vous tous très chers téléspectateurs qui étaient des nôtres du début jusqu'à la fin de cet épisode de l'émission Point sur l'actualité. Merci énormément de nous avoir suivis. Paul BH, je vous l'avais présenté. On se retrouve pour un prochain numéro très prochainement.